Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Dr Andreas Freund, physicien quantique et c'est aussi un chercheur qui s'intéresse à la spiritualité. Bienvenue Monsieur Freund. Merci de m'avoir invité à cette interview. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors Monsieur Freund, est-ce que vous diriez que les scientifiques, en cherchant la vérité, dans le fond, cherchent Dieu? Oui, ça c'est une question intéressante et en même temps pas facile à répondre, puisque le chercheur en principe, le physicien, il va chercher à expliquer les lois de la nature, il va essayer de trouver qu'est-ce qui fait bouger les atomes dans les deux solides, chercher aussi quelles sont les dynamiques des fluides, il va chercher qu'est-ce qui est comme force derrière aussi qui fait bouger les planètes. Alors il va se concentrer sur une observation visuelle ou par le toucher, etc. Mais je pense que son but primaire n'est pas directement orienté vers la spiritualité. D'accord. Donc vous direz, si on met une touche plus personnelle, est-ce que vous, dans vos recherches, est-ce que vous cherchiez Dieu? Est-ce que vous cherchiez à répondre à des questions essentielles sur vous, sur votre place dans l'univers? Oui, moi-même, j'ai toujours cherché, j'étais intéressé par ce qui se trouve derrière les phénomènes qu'on observe. Et c'est comme dit la chanson, je veux voir qu'est-ce qu'il y a derrière la colline, de l'autre côté de la colline. Et la colline, c'est quelque chose qui obstrue notre vue. Alors j'aimerais savoir de plus en plus loin, de voir plus en plus loin, de chercher de l'autre côté et de l'autre côté aussi du visible. Parce que quelque chose en moi m'a dit, ce n'est pas tout ce que nous observons ici avec nos cinq sens. Il doit y avoir autre chose du domaine de l'invisible. Donc je me suis intéressé à cela en même temps que je me suis intéressé aussi aux lois qu'on peut observer en créant par exemple des images. Pour moi, l'homme, en observant la nature, il crée des images de la nature et ensuite il va les interpréter, il va faire des modèles et ensuite il va comparer avec des expériences si ces modèles sont justes. Donc pour moi, c'était les deux. C'est observer de ce côté-là visible, mais aussi de ressentir ou de me rendre compte, de prendre conscience qu'est-ce qu'il peut avoir derrière tout cela. Est-ce que la physique nourrissait votre spiritualité ou votre spiritualité nourrissait la physique? Qu'est-ce qui inspirait quoi? Mais c'est dans les deux sens. C'est un va-et-vient permanent ou même, on peut dire des fois, une simultanéité des choses. Ça veut dire que, comme disait déjà Aristote, toute science commence par un wow, c'est-à-dire une sorte d'impression qui va directement au niveau émotionnel, dans le centre émotionnel. Et ensuite, on va commencer à vouloir comprendre. Mais comment ça s'est fait? En fait, la physique, en principe, ne pose pas la question du pourquoi, mais beaucoup plus la question du comment. Comment ça arrive? Comment je peux expliquer ce phénomène de la nature que j'observe et qui me prend directement là. Donc la première chose qui vient, c'est une impression. Un émerveillement qui donne l'impulsion à la recherche. Voilà, un étonnement devant ce qui est devant nous et en même temps une envie de voir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Est-ce que la science satisfait votre questionnement issu de l'émerveillement? Oui et non. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai découvert dans un certain, mettons, rayon de connaissances les lois que je cherchais,
ou une structure de la matière, parce que je suis physicien qui oriente sa recherche vers la composition de la matière au niveau des atomes et des molécules. Une fois que j'ai eu mon image, je suis satisfait, mais pas très longtemps, parce qu'il y a d'autres questions qui se posent, et comme ça, je vais de plus en plus loin. Mais en même temps, je suis donc satisfait et en même temps, jamais totalement satisfait par cela. Pour devenir, je veux dire, complètement satisfait, pour moi, c'est une question d'éternité. Si je vous comprends bien, pour vous, la spiritualité alimente la curiosité scientifique. Donc, il s'agit de deux vases communicants. C'est Oui. comme si l'observation par l'émerveillement était toujours un peu à l'avance sur la science, parce qu'elle l'alimente. Oui. Là, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que une fois qu'on est passé par cet émerveillement, où on devient un avec l'objet qu'on observe, à ce moment-là, on a envie que ça se répète. C'est comme un musicien qui joue la musique, un morceau de Mozart ou de Bach ou n'importe. Une fois qu'il a passé par un moment, il est passé par un moment où il se sentait totalement devenir son instrument, devenir la musique elle-même. C'est un moment de grâce. Et ce moment de grâce, il est profondément spirituel parce que dans ce moment-là, on n'est plus séparé de la création, on devient un, on devient co-créateur de cette réalité qui existe déjà, qui nous crée et qu'on recrée. Pouvez-vous aller un peu plus loin dans cette co-création-là? Oui, la co-création, c'est un résultat d'ailleurs de la physique quantique. Elle dit, en gros, elle dit 1 plus 1 n'est pas égal à 2, mais 1 plus 1 est égal à 3. On sait déjà ça dans des couples. Ça veut dire Voilà! il y a des personnes qui se rencontrent, puis il y a une personne, l'autre personne, et puis la relation entre les Oui. deux. Oui. Et finalement, on pourrait presque dire que l'homme projette sa propre psyché sur ce qu'il observe. Donc il va dire, voilà, je suis là, voilà l'objet, et puis finalement, nous ne sommes pas séparés, ce n'est pas possible, puisqu'il y a un processus d'interaction entre les deux. L'observation, c'est déjà une action. On sait ça parfaitement bien, on l'a observé au niveau des électrons. On observe une particule élémentaire, rien que par le signal d'observation, on crée un effet sur l'objet. Et l'objet va réagir. Donc finalement, c'est un système qu'on regarde. Alors dans le système, il n'y a pas seulement l'objet, mais il y a aussi moi qui regarde. Un proverbe chinois dit, lorsque tu regardes une fleur, n'oublie pas qu'elle te regarde aussi. Donc, il y a cette interaction. Et cette interaction, elle est évolutive, elle n'est pas statique. C'est-à-dire, au fur et à mesure que j'observe l'objet et que je rentre en relation, quelque chose change en moi et il y a une sorte de dynamique dans ce système qui va évoluer. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors, ce qui est observé et l'observateur, tous les deux se modifient par leur interaction. C'est ça le 1 plus 1 égale 3. Et c'est ça, d'après vous, la co-création, Oui, n'est-ce pas? tout à fait. D'accord. Oui. J'ai créé l'objet par mon regard et l'objet existe aussi en moi. Il se retrouve en moi. Il se retrouve modifié aussi. Il se retrouve modifié et en même temps en restant dans son identité. C'est-à-dire qu'il ne va pas changer ce qui est au fond ce qu'il est, mais il va prendre conscience ce qui est autour de lui. Ça veut dire que nous, quand nous observons la nature, à chaque moment, quand je vous parle, chaque seconde plus tard, vous êtes devenu quelqu'un d'autre.
Et vous aussi, Oui, en me mais en parlant. même temps, nous restons les mêmes personnes. Voilà. La chose qui change, c'est qu'on élargit notre conscience, ou plutôt notre champ de vision, notre perception. Et si on retourne à la physique et la spiritualité, il y aurait aussi cet effet de 1 plus 1 égale 3. Oui, tout à fait. Il y a trois choses. Hein. L'autre jour m'est venu le proverbe lorsque le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Alors on peut dire ok, et les scientifiques, lui, il fait quoi? Les scientifiques, ils regardent la lune aussi, il va même sur la lune, et il oublie le sage. Et le spirituel, lui, il va regarder le sage et il oublie la lune. Alors, dans tout ça, il faut trouver le bon milieu. Le chemin du milieu, ça veut dire qu'on n'oublie pas le sage qui représente la spiritualité. On n'oublie pas la lune qui est l'objet qu'on regarde. Et nous formons un ensemble de tout ça. Donc, il faut vraiment être dans l'intégralité de tout. Et pour moi, c'est ça le but idéal. C'est-à-dire que je suis conscient d'être observateur avec tout ce que je suis. Je suis conscient qu'il y a une force supérieure qui a créé cet instant. Et je suis conscient que je co-crée cet instant aussi. L'interaction devient quelque chose, devient le 3 dans 1 plus 1, oui. devient le tout oui. qu'on vient de créer. Oui. Et dites-moi de quelle manière, vous avez donné votre vie à la physique, et d'un autre côté, vous vous êtes intéressé au mysticisme. Entre autres, vous avez suivi un maître spirituel nommé Sri Tatata. Alors, de quelle manière cette interaction-là, concrète, avec la réalité d'un maître et sa perception différente, de quelle manière ça a encore enrichi votre perception de la réalité? C'est dans le sens que j'ai décrit tout à l'heure, où je m'intéressais toujours à ce qui est derrière les choses que j'observe. Qu'est-ce qui est du domaine de l'invisible à l'œil? Comme dit Saint-Exupéry, disait, l'essentiel est invisible à l'œil. Donc, dans ce sens-là, avec la science vient la conscience. S'il n'y a pas de conscience qui vient avec la science, on va vers les ruines de notre âme, comme disait François Rabelais. Donc, pour moi, c'est important de développer la conscience de ce que je suis, de ce qui est la création, quelles sont les raisons qui font bouger, qu'est-ce qui fait bouger le monde, et en même temps de me rendre compte que je suis dans ce monde. C'est-à-dire que j'interagis avec des personnes autour de moi, avec des objets. Je suis bien assis là sur cette chaise qui repose sur la terre. Qu'est-ce qui fait que cette chaise ne s'enfonce pas? Alors, on regarde la matière, on voit que la matière aujourd'hui, par exemple, n'est plus du tout comme on pouvait le voir il y a encore une centaine d'années. On voit qu'aujourd'hui, la matière elle-même ne constitue qu'un pourcentage extrêmement faible et que la matière même n'est que rien d'autre que l'esprit condensé. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est cette question d'où vient cette conscience? Est-ce que cette conscience est issue de la matière ou est-ce que la conscience crée la matière? Et pour moi, la réponse maintenant, elle est très claire. Ça veut dire que la conscience, c'est elle qui invente cette matière. Parce que tous ces modèles dans la physique qu'on développe, c'est du domaine de l'humain. Ça veut dire que nous créons des images de ce que nous voyons derrière les apparences. D'accord? Finalement, tout ce qu'on touche, ce ne sont que des manifestations de quelque chose, des principes, des lois dans ce monde, y compris nous-mêmes. Nous sommes des êtres incarnés et donc nous sommes une manifestation
d'un principe, de quelque chose qui est derrière tout ça. Et la quête de ce qui est derrière tout ça, j'appelle ça la spiritualité. Et ça n'a rien à voir avec la religion, hein, mais c'est la quête de la force créatrice qui a fait que nous sommes là aujourd'hui en parlant ensemble. D'accord. Et vous, évidemment, vous touchez en tant que physicien à cette énergie qui tient la matière ensemble et qui constitue une force immense, qui constitue le gros de la masse dans l'univers, n'est-ce pas? Oui. Oui. Comment vous ralliez tout ça ensemble avec une spiritualité vivante? Je n'ai pas bien compris. Comment vous ralliez cette intangibilité-là que la physique quantique révèle? Comment vous la ralliez à votre spiritualité? Oui. Est-ce qu'elle rejoint la spiritualité? Est-ce qu'elle valide la spiritualité? Est-ce que ça prend une autre forme? Comment ça la nourrit? Oui. Alors, il y a une vérité qui est commune à toutes les religions et en particulier la science védique. Et c'est que tout est un, tout est relié. Et au moment où on se sent relié, c'est là qu'on est le plus proche de la vérité. C'est-à-dire, au moment où on va séparer les choses, comme science et spiritualité, comme chaud et froid, comme en bas et en haut, quand on ne regarde plus que tout est un, on va se tromper. Par contre, si on regarde, et nous essayons de regarder ça parce que nous sommes distraits par un tas d'émotions, par des attractions diverses, par le mental qui nous joue des tours. Mais si on arrive à développer cette vision intégrale, c'est là qu'on est proche de la vérité et c'est là que, effectivement, la physique quantique joint la spiritualité. Parce que selon les Védas, tout est un, donc, mais Atman, c'est aussi Brahman. Ça veut dire que l'âme de l'individu est ensemble avec l'âme du tout. Brahman, c'est l'âme du tout, et Atman, c'est l'âme de l'individu. Donc ils font un. On compare ça à la science quantique. Elle dit aussi que toute réaction, tout ce qui est événement, se joue au sein d'un champ quantique, universel. C'est la mère de toutes les possibilités. Est-ce que c'est ça le champ unifié, le oui, fameux c'est le champ unifié. Alors, on peut voir, oui, d'un côté, la physique quantique, c'est ça. Comprendre ça, c'est autre chose. On peut décrire par des mathématiques, mais comprendre, c'est encore autre chose. Et de l'autre côté, les sciences védiques disent ça. Alors, ce que les rishis, qui sont des sages de l'Inde ancienne, qui ont mis au point cet enseignement, qui l'ont reçu directement, dit-on, si eux, ils ont déjà compris au niveau conceptuel, aujourd'hui, la science quantique, elle prouve en quelque sorte, entre guillemets, en fait, la science ne prouve rien, mais en quelque sorte, on peut dire, elle confirme à ce niveau de la physique, dans le manifesté, ce que les rishis ont déjà ressenti par la méditation, par se fondre avec la nature. La tradition indienne ou orientale, elle explore la nature en allant vers l'intérieur, en se fondant avec la nature. Et dans l'Occident, on a plutôt tendance à séparer les choses. Ça commence déjà chez les Grecs, où ils disent, voilà, il y a un atome. Ils pensaient qu'il y a un moment donné, quand on coupe la matière en plus petits morceaux, à ce moment-là, on va à un moment donné ne plus être capable de couper. Et donc, là, on coupe. Et dans la physique, on a fait ça.
On a regardé l'atome d'ailleurs, on a constaté que ce n'est pas un atome dans le sens propre du mot, mais on peut encore les couper en protons, en électrons, en neutrons, etc. Un noyau et des électrons. Donc, alors que de l'autre côté, on se fond avec, on voit l'ensemble. Alors en coupant, on fait un détour. Parce que quand on coupe, après, on enlève les liens. Hein. On Vous compartimente. Oui, vous cassez un caillou, vous avez deux morceaux, mais ça ne tient plus ensemble. Hein. Donc, il y a quelque chose qui manque. Et c'est ça, en joignant la physique quantique ou la science, observation extérieure, avec la recherche intérieure, on recrée l'ensemble. Et vous, ça devait être fascinant, exaltant d'étudier les théories des anciens, comme celle des rishis, et en même temps avoir les deux pieds dans ce qui est les champs les plus avancés de la science, c'est-à-dire la physique quantique, où un, finalement, rejoignait l'autre. Oui, et c'est tout à fait ça le but de ce que je me suis donné dans ma vie. Ça veut dire Votre mission de vie. Oui, de façon générale, de réunir là où l'homme a séparé. Ah bon? Sans parler vraiment de la dualité, de l'Advaita, etc. C'est bien, mais c'est l'homme qui sépare. Donc, et tout malheur dans la vie, les guerres, etc., les conflits naissent du concept de la séparation. Vous n'êtes pas comme moi. Donc, ça veut dire nous sommes séparés. Donc, comme nous sommes séparés, je peux vous considérer comme une personne qui m'en veut. Où je projette des choses comme ça. Si je vois que vous êtes comme moi, et bien sûr, si je m'aime, ben je vous aime aussi. Et puis, on va former un ensemble vraiment harmonieux. Nos intérêts sont communs. Voilà. Est-ce que vous diriez que l'homme fait partie d'une intégralité qui est comme un organisme? Ah oui, tout à fait. L'homme fait partie de cet organisme. Il ne peut pas exister séparément. L'homme seul est complètement perdu. Hein. Il va forcément se perdre. Hein. Et il ne peut pas exister sans les autres. Et sans tout ce qui l'entoure. Hein. Il se reconnaît d'ailleurs dans la physique, c'est comme ça aussi. Finalement, au bout de la recherche, l'homme il va trouver un résultat au niveau de la nature, mais en même temps, il se retrouve lui-même dans ce résultat. Oui. C'est-à-dire la façon, comment je vais poser la question, la nature va répondre d'une certaine façon, et la réponse va me dire qui je suis. Si par exemple, je pose la question, est-ce que l'électron est une particule ou est-ce que c'est une onde? La nature va me répondre, oui, c'est une particule ou c'est une onde. Alors, je suis dans le soit ceci, soit cela. Par contre, si je pose la question, est-ce que l'électron est en même temps une particule et une onde? Elle va me dire oui, c'est en même temps, c'est quelque chose, une entité qui peut se présenter sous forme d'une onde ou sous forme d'une particule. Si tu veux bien, si tu veux autre chose, je peux te répondre aussi autre chose. Donc cette vérité absolue, elle n'est jamais entre nos mains, comme on dit, à chaque fois que nous croyons que nous tenons la vérité, c'est là qu'elle nous échappe. Il nous pousse à aller plus loin dans notre questionnement. Oui, c'est ça. Parce que si on croit qu'on détient la vérité, c'est forcément que les autres ont tort. Hein? Donc, pareil, on rentre dans des conflits, etc. Dans la dualité. Dans la dualité. Séparation. Oui, dans la séparation. Et ce qui me plaît beaucoup chez Sri Tathata et toute cette tradition védique, c'est que cette religion-là, qui est une philosophie, c'est une spiritualité, elle accepte
qu'on soit d'un avis différent. Elle ne va pas dire parce que toi tu crois autre chose, tu es forcément dans le tort. Elle va plutôt dire, tiens c'est intéressant, je vais le regarder et je vais voir comment ça se compare avec ce que je ressens. Mais parce que tu penses autrement, tu n'es pas forcément mon ennemi et je vais te casser la tête, non. Je veux voir qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans, parce que le vrai sage, il ne va jamais dire qu'il y a tort ou raison, il va dire simplement, il y a une vérité, après il y a une autre vérité, sur un autre niveau de réalité, après il peut y avoir d'autres vérités. Tout est juste ce qu'on découvre. Et la connaissance est là, accessible à tout le monde. Vous Oui. diriez ça aussi. Oui. C'est juste une manière d'aller la chercher et l'interprétation Et l'application. et l'application Oui. Oui. est individuelle Ouais. et personnelle. Oui. De quelle manière vous relieriez l'accès à la connaissance et le champ unifié dans la physique quantique? Oui. La réponse est relativement simple et j'ai trouvé ça à un moment donné où j'étais un peu désespéré parce que j'avais un problème et je n'arrivais pas à le résoudre. Alors, à un moment donné, ça a fait un changement de paradigme en moi. Et là, vraiment, j'ai intégré un résultat de la science quantique dans mon raisonnement. J'ai dit que la solution, elle est là. Parce que chaque problème comporte en lui la solution. Donc, il y a une solution, elle n'est peut-être pas là où je la cherche, mais elle existe. Donc, si elle existe, mon seul travail, c'est d'aller là où elle se trouve. Et c'est pour ça qu'il faut que je m'ouvre. Et c'est là que j'ai trouvé. C'était à 4 heures du matin, j'étais à Brookhaven, on faisait une expérience. Et vous avez trouvé? Et j'ai trouvé, oui. Et je suis trouvé. retourné à l'expérience dans le labo, et puis ça a marché. Donc, si je comprends bien, et la physique quantique et la spiritualité vous offrent des façons différentes et complémentaires de percevoir la réalité et de l'enrichir. Oui, parce que l'un est le reflet de l'autre. Et il est clair que quand on observe un phénomène et on arrive à le relier à l'origine, on a déjà la solution entre les mains. Mm-hmm. Ou alors, on peut dire autrement, si je prends la lumière et j'éclaire l'objet avec cette lumière qui est plus vaste, plus large, à ce moment-là, j'ai beaucoup plus de chances de trouver les résultats de mon observation, c'est-à-dire ma solution. Mm-hmm. Et finalement, selon vous, Monsieur Andreas Freund, quelle est la voie de la sagesse? Pour moi, la voie de la sagesse, c'est vraiment de réunir la science extérieure avec la science intérieure, de les mettre ensemble pour que ces deux sciences-là, ces deux quêtes de la vérité, culminent dans quelque chose qu'on peut appeler une science supérieure ou une science ultime qui dépasse les deux. Et c'est là qu'on ne va plus appliquer les résultats de la technologie vers des buts qui vont être néfastes, mais c'est là qu'on va reconnaître en même temps qu'il y a un sens d'application des résultats de la science et quelle est la meilleure façon d'appliquer ça. Et de notre côté, on va être aussi en union avec le créateur ou la force créatrice qu'on peut appeler Dieu ou autrement, comme on veut. Et cette union-là, à mon avis, elle va être à la base de régler les conflits, les problèmes actuels, la crise dans laquelle se trouve l'humanité au niveau de limites du système, de la terre, de l'écologie, etc. Monsieur Andreas Freund, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci, à la prochaine. Oui.